Bonjour à tous. Est-ce que, oui, le son a l'air de fonctionner? Je vous propose de commencer. Donc, merci à tous d'être venus à cet atelier sur les perspectives sur les scénarios climatiques de mortalité. Donc, il sera présenté par Eve Titon, manager Milliman, Stéphane Loisel, professeur du CNAM titulaire de la chaire Actuariat et Sciences du risque, Ryan Vigneron, doctorant et ingénieur de recherche à l'université Claude Bernard Lyon 1, et moi-même, Adeline Stéphan, actuaire chez Guy Carpenter. Donc, le changement climatique est aujourd'hui un sujet fortement traité par les médias. On voit beaucoup d'articles qui attribuent au changement climatique de nombreux décès en France, en Europe, qui prônent l'aggravation de pathologies respiratoires comme l'asthme ou les allergies et de pathologies plus graves cardiovasculaires, mais également que le changement climatique devient favorable au développement de maladies qu'on ne connaissait pas encore en France métropolitaine. Et au-delà de ça, ces changements d'environnement pourraient entraîner une déformation du risque à moyen-long terme pour les assureurs qui couvrent des risques vie. La difficulté pour traiter ces sujets, c'est qu'aujourd'hui, il n'existe pas de consensus sur comment va évoluer le climat. Et c'est pourquoi aujourd'hui, on constate des scénarios différents en fonction des acteurs concernés. Au sujet de la France, on a toutefois identifié 3 facteurs de risque principaux: l'augmentation de la température, la pollution de l'air et la propagation de maladies vectorielles. Ces facteurs ont été traités dans le cadre de stress tests climatiques donc par la CPR en 2020 et en 2023, qui cherchaient à quantifier l'impact de ces facteurs sur la mortalité. Et en parallèle de cet exercice, on constate aujourd'hui que beaucoup d'acteurs développent leurs propres scénarios de stress, notamment dans le cadre des exercices ORSA. Dans le cadre de cet atelier, 3 problématiques seront abordées. Quelles sont les tendances des principaux facteurs de risque climatique qui impactent la mortalité en France? Quels sont les enjeux de modélisation associés à chacun de ces facteurs de risque et comment ont-ils été traités dans le cadre de l'exercice ACPR? Et quelles sont les caractéristiques souhaitables des scénarios climatiques et quels en sont les principaux défis associés? Donc en première partie, nous commencerons par une cartographie des risques climatiques impactant l'assurance de personnes et les tendances des 3 facteurs qui ont été énoncés précédemment. Dans un second temps, nous aborderons les enjeux de modélisation de l'impact des différents facteurs climatiques sur la mortalité, donc les vagues de chaleur, la pollution de l'air et les maladies vectorielles. Et nous finirons par aborder les défis que représente aujourd'hui l'élaboration de scénarios climatiques. Donc pour la cartographie, je vais laisser la parole à Eve. Merci. Alors, avant de passer à la cartographie en elle-même, on s'est posé la question comment les facteurs climatiques vont impacter la mortalité. Alors en fait, ce n'est pas si évident que ça. On va avoir des impacts directs. Par exemple, quand on va avoir une canicule, un pic de chaleur, on va observer des décès directs, donc juste après, dans les jours ou les mois qui suivent, on va observer des décès juste après, qu'on arrive vraiment à relier à cet événement climatique. Mais on va avoir également des décès indirects. Pourquoi? Parce qu'en fait, ces événements climatiques vont avoir un impact moyen terme, long terme sur notre condition de santé. Donc, il va y avoir une augmentation de la prévalence d'un certain nombre de maladies et sur un horizon beaucoup plus long, du coup, on va observer une augmentation des décès qui sont beaucoup plus difficilement reliables à un événement climatique précis que les décès directs. Par ailleurs, on a aussi des conséquences des événements climatiques. Par exemple, suite à des inondations de grande envergure, on peut avoir une pollution de l'eau, du coup, un accès à l'eau potable plus difficile. Et ça, c'est très difficile à quantifier, de savoir quelle est la part des décès qui est due à ces conséquences des facteurs climatiques en eux-mêmes. Du coup, en termes de modélisation, nous, on va essayer de targeter les décès directs et une partie des décès indirects, c'est-à-dire la partie qu'on arrive à dériver après l'augmentation de la prévalence des maladies. Par contre, arriver à cerner la part des décès dus aux conséquences des événements climatiques, ça c'est beaucoup plus difficile et on n'en est pas du tout encore là en termes de modélisation. Maintenant, en termes de cartographie, on va essayer de revenir sur les 3 facteurs climatiques principaux qui affectent la mortalité en France. Donc dans d'autres géographies, il peut y en avoir beaucoup d'autres. En France, donc on a dit, il y a les vagues de chaleur, la pollution de l'air et les maladies vectorielles. Pour chacun de ces 3 facteurs climatiques, on va vous faire un petit panorama des évolutions passées
et ensuite on passera à la modélisation. Donc, concernant les vagues de chaleur, on a représenté ici donc, le nombre de jours de canicule entre 1947 et 2023 en considérant l'indicateur thermique. Donc, cet indicateur se définit comme des mesures quotidiennes de température dans 30 stations météorologiques qui sont réparties de façon homogène sur le territoire. Et pour être considéré comme une canicule, il faut que cet indicateur ait dépassé 25,3 degrés au moins un jour et qu'il ait été supérieur à 23,4 degrés pendant au moins 3 jours. Et on va considérer que la canicule est terminée quand cet indicateur redescendra en dessous de 22,4 degrés. Donc la première chose que nous montre ce graphique, c'est que les épisodes de canicule deviennent de plus en plus fréquents. Sur les 20 dernières années, il n'y en a eu que 4 qui n'ont pas été concernés par des épisodes de canicule. Et en plus de devenir de plus en plus fréquents, ils ont tendance à devenir de plus en plus longs. Sur les 10 dernières années, le nombre de jours moyens de canicule annuelle était de 14,7 jours. Et quand on prenait les 10 années précédentes, cet indicateur était que de 7. La moyenne, il n'y avait que 7 jours de canicule annuelle. Et selon Météo en France, d'ici à l'horizon 2050, le nombre de jours de canicule devrait faire x4 en France. Alors, comment les vagues de chaleur impactent la mortalité? Alors, pour les vagues de chaleur, c'est principalement des effets directs. En fait, suite à un pic de chaleur, on va soit décéder directement, insolation, vraiment AVC dû à la chaleur, ou bien alors de la mortalité indirecte, mais sur quand même du court terme, puisque c'est principalement la détérioration d'organes vitaux chez les personnes âgées, donc c'est à horizon 1 an maximum. Donc, c'est pas étonnant qu'on arrive à faire un parallèle assez évident entre le nombre de jours de canicule ou les événements de canicule et les événements de décès dus à la canicule. Donc là, on voit, vous voyez sur le graphe tout à gauche, c'est le taux de décès dû aux températures hautes en France. Donc on voit qu'on a des pics assez marqués à certaines années. On arrive en fait à relier ces pics de mortalité dus aux températures hautes à des événements de canicule au niveau des températures et du nombre de jours de canicule. J'ai mis également le graphique du taux de décès dû aux températures basses. On en parle relativement peu, mais il faut savoir qu'en termes de taux de décès, on est quand même beaucoup plus élevé que les taux de décès dus aux températures hautes. Tout simplement parce que en fait, on n'a pas que les décès, donc comme avec les températures hautes, on va avoir que les décès vraiment dus à l'exposition à une forte chaleur. En fait, pour les températures basses, on parle aussi de tous les décès dus aux virus hivernaux. Donc forcément, ça fait monter les taux de décès. Et on voit qu'on a une diminution depuis 1990, mais une stagnation depuis les années 2000 avec des trucs un petit peu en dents de scie comme ça. Et ce phénomène, pour l'instant, n'a pas encore été étudié, modélisé. Donc pour l'instant, on ne l'a pas encore fait. On va le faire sur la seconde moitié de l'année chez Millimat. En tout cas, il y a quand même des questions à se poser sur les températures basses également pour essayer d'appréhender qu'est-ce qui va se passer dans le futur par rapport aux températures particulièrement basses. Passons maintenant à l'évolution des concentrations en polluants. Donc on a représenté ici en 2011 et 2021 les concentrations moyennes donc pour les... Pardon, il y a l'écran qui a bougé. Hop. Donc les concentrations en dioxyde de carbone, particules fines 10, 2,5 et l'ozone. Et ce qu'on constate, c'est une baisse sur la quasi-totalité du territoire français. Alors ces baisses, elles s'expliquent par différents facteurs. Si on prend le facteur de la production énergétique, la relance des réacteurs nucléaires de ces dernières années ont baissé les émissions dues à la production d'énergie et les consommations énergétiques des Français en électricité ont aussi baissé en lien avec la hausse du coût de l'électricité. Si on prend les émissions concernant les bâtiments, aussi sur les dernières années, les hivers deviennent de plus en plus doux et diminuent les besoins en chauffage des bâtiments, que ce soit privés ou entreprises. Et on a également noté une hausse des coûts des matériaux pour se chauffer, que ce soit l'électricité, le gaz ou même le bois. Sur les transports aussi, on a noté des baisses, donc avec la suppression des vols internes de moins de 2 heures et aussi avec le renouvellement du parc automobile, où on a une plus forte proportion de véhicules électriques ou hybrides ou de véhicules plus récents qui consomment moins, et un plus fort recours au covoiturage ou au vélo.
et qui est aussi en lien avec la hausse du coût des carburants. Et également sur l'agriculture, en France, on a observé donc une baisse de nombre d'animaux dans les élevages et une baisse du recours aux engrais sur les terres agricoles. Maintenant, la question qui se pose aujourd'hui, c'est est-ce que cette baisse va continuer ou est-ce qu'on a atteint aujourd'hui un palier en dessous duquel on ne pourra plus descendre? Alors, en termes de mortalité, quel est l'impact de ces polluants? En fait, on est sur, cette fois-ci, non pas du court terme, mais des décès long terme. Il y a peu de gens qui meurent d'une crise d'asthme juste après un pic de pollution. C'est vraiment l'impact sur un très grand nombre de maladies. Donc, on va avoir une augmentation de la prévalence de toutes les maladies respiratoires, de l'asthme, des maladies chroniques, donc des maladies qu'on garde toute notre vie. L'impact sur les maladies cardiovasculaires, sur le diabète même. Il y a beaucoup de maladies impactées par la pollution de l'air. Quand on regarde les taux de décès dus à la pollution de l'air en France depuis 1990, on voit qu'ils sont en décroissance, ce qui est totalement en phase avec l'observation qu'on fait sur la concentration polluante, qui est elle-même décroissante. La question qu'on se pose, par contre, c'est effectivement, qu'est-ce qui va arriver dans les années à venir? Est-ce que la concentration en polluants va augmenter et donc on va observer aussi une augmentation des taux de décès? Est-ce que l'exposition passée, en fait, pour l'instant, on n'a pas encore vu l'impact de l'exposition passée aux polluants et en fait, ça va se voir dans les années à venir. Et est-ce qu'il n'y a pas aussi des effets combinés, donc Stéphane va en parler tout à l'heure, entre la pollution de l'air et la température, où en fait, donc Stéphane va détailler ça tout à l'heure, mais c'est pas parce qu'on a une diminution de la pollution que c'est forcément bénéfique en termes de décès, puisque ça peut aussi engendrer une augmentation du réchauffement global. Du coup, les deux en fait vont beaucoup interagir entre eux et c'est pas parce qu'on a un impact positif de la pollution de l'air sur la mortalité que ça va forcément engendrer un impact positif sur les décès dus à l'évolution du réchauffement climatique. Donc voilà, un phénomène assez complexe à modéliser et à appréhender. Et le dernier facteur est donc celui des maladies vectorielles. Donc sur le graphique d'eurosurveillance présent ici, on représente le nombre de cas de dengue, de chikungunya et de Zika. Et il en ressort que la dengue est le virus le plus représenté. Donc c'est celui-là qui a été étudié. Donc ces virus sont transmis par le moustique tigre qui va devenir infecté une fois qu'il aura piqué donc aussi un humain infecté. Et l'évolution climatique en France fait qu'aujourd'hui, ce moustique est présent sur la quasi-totalité du territoire, 78 départements sur 96. Donc aujourd'hui, la probabilité de transmission de cas autochtones est importante pour cette maladie. Et on peut le voir notamment dans les chiffres de Santé publique France qui publie chaque année le nombre de cas de dengue qui lui sont reportés. Donc en 2022, 272 cas avaient été reportés, là où en 2023, on était à 2019 cas. Donc plus que 7 fois plus. Et en avril 2024, plus de 1600 cas avaient déjà été reportés, donc soit 80% des cas qui est totaux reportés en 2023. Et ces taux-là sont donc avant les Jeux Olympiques qui seront, comme vous le savez, hébergés à Paris et en région parisienne, et où on s'attend à des mouvements de population importants et donc une hausse des cas importés. Alors effectivement, en termes de nombre de cas, on en a beaucoup plus. Par contre, en termes de décès, même si on observe là sur le graphique à gauche, donc c'est une estimation du nombre de décès dus à la dengue en France, on reste sur des niveaux très très bas. Donc c'est une estimation, donc ils ont estimé, c'est la base Global Burden of Disease 2021, qui estime à 0,11 le nombre de décès en 2020 dus à la dengue, donc c'est pas non plus énorme. Par contre, du coup, en fait, on ne sait pas du tout comment ça va évoluer. C'est pour ça qu'il nous faut des modélisations. On ne sait pas quelles sont les mesures préventives qui vont être prises par les gouvernements. On ne sait pas dans quelle mesure l'évolution des populations de moustiques va augmenter. Voilà, donc tout ça, ce sont autant d'inconnus qui font que la modélisation de ce genre de facteurs climatiques, de l'impact de ce genre de facteurs climatiques sur la mortalité est assez difficile, d'autant plus qu'on reste sur des niveaux de décès très très faibles, ce qui rend le calibrage des modèles assez compliqué. On va passer justement sur les enjeux de modélisation de l'impact des différents facteurs climatiques sur la mortalité. Donc à chaque facteur climatique, sa modélisation. Parce qu'ils n'ont pas les mêmes modes d'action. On a vu, certains, ce sont des décès directs, certains, ce sont des décès indirects, pour certains, on va être sur des niveaux de décès très faibles, etc.
Commençons par l'impact des vagues de chaleur. Je vais essayer d'aller assez rapidement parce que je ne sais pas du tout où est-ce qu'on en est niveau timing, mais je pense qu'on a pas mal avancé. Alors, pour l'impact des vagues de chaleur, on a vu qu'on est sur des décès directs. Du coup, là, je rappelle très rapidement, donc on voit sur l'évolution des taux de décès dus aux vagues de chaleur. Donc on a un pic en 2003 qu'on arrive à relier avec un épisode très important de canicule sur le graphe de gauche. Et pareil, on a des petits pics en 2006, 2015, etc. Et on arrive à le relier avec des épisodes de canicule. La question, c'est quelles sont les variables climatiques qui vont ressortir, qui vont nous permettre de modéliser ces décès dus aux vagues de chaleur. Donc nous, on est parti sur un modèle relativement simple qui nous permet de capter des décès directs. En fait, on a pris le modèle de Lee Carter, qui est un modèle de mortalité très classique. On a essayé de l'adapter pour capter le facteur climatique. Donc le modèle de Lee Carter classique, il s'écrit comme ceci, c'est-à-dire on écrit le logarithme du taux de mortalité en âge et en temps comme une structure en âge fixe, donc c'est le paramètre alpha x, plus un terme qui va capter l'évolution temporelle de la mortalité, donc bêta x kappa t. Kappa t, ça va être l'évolution temporelle de la mortalité, et bêta x, ça va être la sensibilité de chaque âge à cette évolution temporelle. Donc nous, ce qu'on a fait, en fait, c'est qu'on s'est dit, on va garder la structure en âge fixe, et qui ne dépend pas du temps de toute façon, et on va splitter le deuxième terme en un terme global pour toutes les autres causes de mortalité, et un terme spécifique aux vagues de chaleur, qui a la même forme que le terme classique, que le bêta x kappa t, qu'on a écrit delta x ct. Ct, c'est notre indicateur lié aux variables climatiques, donc qui est censé refléter l'évolution temporelle de la mortalité climatique, et donc l'hypothèse sous-jacente, c'est qu'effectivement, la mortalité liée aux vagues de chaleur est corrélée, enfin on peut l'expliquer par des variables climatiques, donc des variables de température, des variables de précipitation, etc. Donc ce modèle, il est assez simple. On peut l'appliquer sur le cas de la France parce qu'on a une population assez importante. On l'a calibré par tranche d'âge pour avoir des taux de décès climatiques quand même consistants. Et je vais vous montrer du coup les résultats qu'on a pu obtenir. Donc là, c'est vraiment un schéma assez global de tout le modèle. Donc on a besoin de 3 sources de données, des données nationaux, de décès nationaux, donc pour avoir le taux de mortalité national en temps et en âge. Il nous faut des décès par cause, donc on a choisi la base Global Burden of Disease qui nous donne des estimations des taux de décès selon certains facteurs de risque, dont le facteur de risque vague de chaleur, et des données climatiques issues de Météo France. On construit un indicateur climatique CT en utilisant tout simplement une régression entre les taux de décès climatiques et les variables climatiques. Donc là, on arrive en fait à expliquer nos pics de mortalité climatique dus aux vagues de chaleur. On arrive à les expliquer avec seulement 2 variables climatiques qui sont le nombre de jours où on dépasse la température 35 degrés au cours de l'été et le nombre de jours où on dépasse la température de 40 degrés au cours de l'été. Donc ces 2 variables nous permettent d'avoir un R2 de plus de 90% pour cette régression. Une fois qu'on a fait ça, on va affiner un petit peu l'indicateur climatique pour prendre en compte l'effet rattrapage. Donc l'effet rattrapage, c'est le fait que suite à un pic de mortalité, l'année d'après, en fait, on va observer un pic à la baisse, une sous-mortalité, parce que les personnes les plus vulnérables, en fait, qui auraient dû mourir l'année d'après, sont mortes un an avant. Donc on arrive à prendre en compte cet effet rattrapage, et ensuite, on peut calibrer tous les autres paramètres de façon assez simple. Et ce qu'on observe en termes de résultats, donc c'est ce graphe-ci là, dans le premier carré en bas à droite, on observe que finalement le Lee Carter classique et le Lee Carter climatique sont vraiment très très proches. Ils donnent quasiment les mêmes résultats. Donc on peut dire, ok, du coup, quel est l'intérêt? Si le Lee Carter climatique ne fait pas mieux que le Lee Carter classique, où est l'intérêt? L'intérêt, c'est qu'en fait, on ne dégrade pas la performance du modèle, ce qui est déjà une bonne nouvelle, et qu'en plus, on arrive à isoler la part de la mortalité uniquement due au climat. Ce qui fait qu'ensuite, dans les projections, on peut brancher en fait des scénarios climatiques à notre modèle pour pouvoir projeter la mortalité en tenant compte de scénarios climatiques. Donc nous, ce qu'on a fait pour l'instant, c'est qu'on a projeté à 1 an en utilisant des projections de séries temporelles très classiques. Pour pouvoir projeter à un horizon plus long, il faudrait déjà, donc il faut avoir des scénarios climatiques. Pour l'instant, on a les scénarios d'IGIE qui nous donnent en fait des projections, des scénarios de température moyenne. Et en fait, il faudrait arriver
à dériver ces scénarios de température moyenne en nombre de jours où la température dépasse 35 et 40 degrés, parce que ce sont les variables qui interviennent dans notre modèle. Donc il y a encore un petit peu de travail pour pouvoir projeter à plus long terme. Donc voilà pour la modélisation des vagues de chaleur. Ensuite, pour modéliser l'impact de la pollution de l'air. Là, on s'est un petit peu cassé la tête parce qu'effectivement, pour capter les décès indirects, c'est quand même beaucoup plus difficile. On ne peut pas juste se baser sur des bases de données de décès passés, ça ne va pas fonctionner. Du coup, on a réfléchi en deux approches différentes. Déjà, pour les décès court terme, donc on a appliqué notre modèle de Lee-Carter climatique que je viens de vous présenter à la pollution de l'air. Alors pour le cas de la France, ça fonctionne quand même. On arrive à capter des petits pics de décès dus à la pollution de l'air, mais on sait que quand on fait cette modélisation, on ne capte pas les décès long terme. Par ailleurs, ça marche sur la France, mais ça ne fonctionne pas sur d'autres géographies, comme par exemple les États aux États-Unis. Par État, ça ne fonctionne pas forcément parce que le modèle de Lee-Carter de base n'est pas adapté à certaines populations qui sont trop faibles. Par ailleurs, on n'observe pas non plus d'effet rattrapage d'une année sur l'autre parce qu'en fait, on peut observer un effet rattrapage, mais infra-annuel, que notre modèle de Lee-Carter climatique calé à cause des données à une maille annuelle ne captera pas de toute façon. Voilà, donc pour les décès court terme, on a un petit peu fait le tour et de toute façon, on sait que ce n'est pas le gros des décès, donc on s'est penché sur les décès long terme. Donc on a pensé à deux approches. La première approche, c'est de décliner des scénarios de prévalence de maladies. Donc on sait que les décès indirects, d'abord on va passer sur l'impact sur les maladies et ensuite on doit dériver en fait l'impact sur les maladies en scénario de mortalité. Donc pour ça, il faut déjà premièrement identifier toutes les maladies impactées par la pollution de l'air. Donc ça, nous, on l'a déjà fait, on a déjà une liste avec les codes ICD-10 qui sont associés à toutes ces maladies impactées. Il faut étudier la prévalence de ces maladies, donc il faut faire des scénarios climatiques de morbidité. Et là, se pose la question évidemment, comment faire, quelles données utiliser. Donc là, il y a pas mal de travail à faire. Et ensuite, une fois qu'on a des scénarios de prévalence, on peut appliquer les taux de décès de la population exposée qu'on peut extraire de la base Global Burden of Disease. Et ça permettrait d'obtenir des scénarios de mortalité climatique. Sinon, il y a une autre approche qui est utilisée notamment dans les scénarios ACPR, que j'ai appelée approche OMS, mais ce n'est pas du tout son nom. Quelle est cette approche? En fait, c'est... alors là, j'ai marqué les limites, mais je vais détailler l'approche déjà. En fait, c'est de calculer le risque relatif de la population exposée. Donc, en fait, on va comparer la proportion d'individus qui vont être affectés par une maladie dans une population exposée à la pollution de l'air et la population qui va être affectée par une maladie la part de la population affectée par une maladie dans la population qui n'est pas affectée, qui n'est pas exposée à la pollution de l'air. Donc ça, c'est ce qu'on appelle le risque relatif RR. On en déduit le risque attribuable. Donc le risque attribuable, c'est tout simplement la proportion de l'excès de risque de maladie qui peut être attribué au risque pollution de l'air. Donc tout simplement, on peut l'écrire comme 1 moins 1 divisé par notre risque relatif. Une fois qu'on a ça, donc intuitivement pour l'instant c'est assez facile à comprendre, donc on a le risque attribuable, la fraction des décès qui va être attribuable à la pollution de l'air. En fait, il suffit d'appliquer cette fraction attribuable un nombre de décès baseline, donc on prend notre population de référence, on prend un taux baseline de mortalité, ça nous donne un nombre de décès global attendu, et en fait on applique notre fraction attribuable à ce nombre de décès, on observe, et on obtient le nombre de décès prématurés additionnels dus spécifiquement à la pollution de l'air. Et on peut calculer un facteur additif à ajouter à nos chocs de mortalité. Alors, ça, c'est la méthodologie globale. Alors, dans la pratique, comment faire pour calibrer ce risque relatif? On ne va pas commencer à calculer le RE et le R0, donc la fraction de la population qui est tombée malade alors qu'elle est exposée ou non. Non, on va plutôt se baser sur des études faites par des épidémiologistes qui ont déjà calé plusieurs formes de RR sur différents types de maladies. Et donc, la plus classique et qui est utilisée par l'OMS, c'est une fonction exponentielle. Donc, en fait, notre risque relatif pour la pollution de l'air long terme, ça va être exponentiel d'un facteur bêta fois un delta de concentration en polluant. La question, c'est
comment est-ce qu'on va calibrer ce bêta? Donc, dans la littérature, comment c'est fait? C'est qu'il y a des cohortes en fait, qui sont étudiées sur plusieurs dizaines d'années et le bêta est calibré. Après, du coup, en fait, dans la méthodologie OMS, c'est ce bêta issu de la littérature qui est repris. Il n'est pas du tout challengé. On ne se pose pas la question de oui, mais sur quelle population, sur quelle géographie ça a été calibré. Peut-être qu'en France, en fait, c'est pas pareil qu'aux États-Unis. Et il n'y a pas non plus d'effet évolutif du bêta qui est pris en compte. C'est-à-dire qu'en fait, on va prendre une cohorte, par exemple, qui rentre en 2020. Cette cohorte qui est rentrée en 2020 et qu'on va étudier sur 10 ans, par exemple, elle a été exposée à une certaine concentration en polluants par le passé. Et en fait, on va calibrer un bêta sur cette population-là et on va l'appliquer à une population, je ne sais pas moi, en 2030. Mais en fait, la population qui va rentrer en 2030, elle n'a pas du tout été exposée à la même concentration que la cohorte qui a été étudiée. Du coup, voilà, il y a encore du travail à faire pour challenger un petit peu les paramètres de ce modèle. Mais en tout cas, c'est une première bonne approximation pour la pollution de l'air. Alors, je reviens juste un petit peu en arrière. Non. Ici. Voilà. Donc, des pistes d'amélioration de ce modèle, ce serait premièrement étudier les interactions entre polluants et température, Stéphane va revenir dessus, l'étude des effets combinés entre différents polluants, parce qu'effectivement, en fait, parfois, en présence de 2 polluants, l'effet va être beaucoup plus amplifié, l'effet sur la santé va être beaucoup plus amplifié que si on prenait chaque polluant séparément. Donc, réflexion autour du calibrage du modèle, j'en ai déjà parlé. Dans les stress tests ACPR, il y a un petit flou artistique sur quels sont les polluants qui sont retenus. Est-ce qu'il n'y a que l'ozone qui ne présente pas clairement en fait, de diminution au cours du temps? Et donc là, clairement, on peut se poser la question, oui, effectivement, on peut retenir ce polluant pour les projections. Par contre, les 3 autres polluants, donc les particules fines de 2,5, les particules fines de diamètre 10 et le NO2, en fait, ils sont décroissants au cours du temps. Donc, est-ce que ça fait vraiment sens de les prendre en compte dans les projections? On peut se poser la question et on ne sait pas si la CPR les a pris en compte ou pas. Voilà pour la pollution de l'air et je vais passer très très rapidement sur la modélisation de l'impact du changement dans le vecteur écologie. Donc pour l'instant, le modèle qu'on a le plus en tête, ce sont les modèles compartimentaux de type SIR. C'est ce qui est utilisé dans les stress tests ACPR, après avec des hypothèses très simplificatrices parce qu'en fait ce sont des modèles comme vous pouvez le voir, donc en fait on a un modèle SIR pour la population moustique, un modèle SIR pour la population humaine, les deux interagissent et en fait vous voyez qu'il y a une tonne de paramètres à calibrer alors qu'on n'a quasiment aucune donnée, notamment en termes de décès du SMASI, on n'a quasiment rien. Du coup, qu'est-ce qu'ils font? Ils font des hypothèses très simplificatrices sur le R0, qui est le nombre de reproductions de base de la maladie. Donc, c'est le nombre moyen d'infectés, le nombre moyen de nouveaux cas de maladie que peut provoquer un infecté actuel. Donc, ils font une hypothèse là-dessus. Et ils font une hypothèse sur l'évolution de la population de moustiques. Et c'est tout. Et ils arrivent à des chocs, mais du coup, on pourrait dire quand même qu'on pourrait faire un calibrage plus fin en creusant un petit peu dans la littérature, en essayant de calibrer séparément chacun des termes, etc. Et par ailleurs, il faut prendre en compte dans les scénarios climatiques toutes les mesures de prévention. Donc Stéphane va revenir après dessus, donc je passe très rapidement, mais les mesures de prévention, etc. Voilà, donc je laisse la parole à Stéphane et Ryan pour les scénarios climatiques. Bonjour à toutes et à tous. Donc, premier message avant de commencer sur la construction de stress tests climatiques, sur ce thème santé, mortalité, morbidité. On est en présence de multiples sources d'incertitudes. Incertitude à la fois sur les scénarios climatiques en eux-mêmes, incertitude sur leurs effets, sur la santé et la longévité, sur les corrélations, les effets combinés, sur les effets de seuil et les effets de saturation, et puis sur notre capacité d'adaptation, d'atténuation. Et si je zoome maintenant sur ce qui nous intéresse, en particulier longévité, mortalité, il y a déjà, indépendamment du changement climatique, une forte incertitude et un fort désaccord entre différents courants de démographes et de spécialistes de la longévité sur l'évolution de la mortalité et de la longévité au
au cours du temps. Donc tout ça rend l'exercice très difficile, et ça ressort d'ailleurs dans le retour qui a été fait par la CPR récemment. Pour une compagnie d'assurance, une entreprise d'assurance, c'est très difficile de se projeter pour savoir où est-ce qu'elle va être dans 6-7 ans, au-delà du plan d'affaires. Et donc, quand on veut se projeter à 2050 ou à 2070, c'est déjà difficile d'avoir l'attention du top management et du conseil d'administration qui vont se demander « Ok, mais quel va être notre périmètre à ce moment-là ?» Donc, il peut être très tentant, finalement, de se dire « Il y a tellement d'incertitudes que je ne peux rien faire et donc je ne fais rien. » Et donc, évidemment, après avoir fait l'académique qui soulève tous les problèmes, on va essayer de discuter ensemble de qu'est-ce qu'on peut faire quand même. Mais mon premier message est vraiment très clair. Il y a une très forte incertitude sur tous les points qu'on a soulevés, et c'est notre rôle en tant qu'actuaire de les mettre en lumière. Avec le problème que, quand on les met en lumière, on a tendance à jeter le doute et potentiellement à aider certaines personnes à défendre l'inaction. Donc j'ai 5 messages de 1 à 4 plus un message 0. Je rappelle qu'en gestion des risques, et particulièrement sur le long terme, particulièrement dans un contexte de transition, il faut s'appuyer sur les données, mais aussi sur l'imagination, puisqu'on est principalement en présence de choses qui ne se sont pas produites en dehors des périls qui nous intéressent. Par exemple, à Riga, dans les pays baltes, il y a eu pour la première fois un très fort épisode de grêle. Ça n'était jamais arrivé. Et les épidémies de dengue dont on a parlé en France métropolitaine, eh bien pour l'instant, on a quelques cas autochtones, quelques centaines. C'est qu'une épidémie massive ne s'est pas encore produite en métropole. Et donc, il va falloir déjà s'appuyer sur des données les plus réalistes, et il peut être tentant d'utiliser des données d'Afrique subsaharienne, de Singapour, de Guyane, pour tenter d'essayer de comprendre ce qui pourrait se passer chez nous. Le problème, c'est qu'il y a des petits détails. Petits détails, c'est évidemment les souches de dengue principales. Il y en a 4 principales. Quand vous regardez ce qui se passe à Singapour, qui est un pays relativement développé, vous êtes en présence d'une population qui a été principalement exposée à une des 4 souches qui est dominante en Asie du Sud-Est, alors que les personnes qui vont être exposées en France vont l'être principalement par des personnes qui rentrent d'autres zones dans le monde et qui vont être le patient ou la patiente zéro à partir d'une des 4 souches tirées au sort, en quelque sorte. Et ce qu'on sait, c'est qu'on a une relative bonne immunité si on a été exposé à la même souche avant, mais dans certains cas, au lieu d'avoir une sorte d'immunité partielle, comme on pourrait s'y attendre si on a été contaminé par une souche précédemment, être contaminé par une autre souche, parfois, ça a un effet dévastateur, plus fort pour la dengue. Donc, vous voyez, c'est des réflexes un petit peu différents. Nous, on a plutôt l'habitude, notamment avec le Covid ou la grippe, de parler d'immunité croisée. Et puis, il y a bien sûr la partie organisation du pays et moyens de lutter. Je vous rappelle qu'il y avait le paludisme en Europe continentale il y a quelque temps, bien avant le changement climatique. Il a été éradiqué dans la métropole. Et donc, on voit bien que réutiliser des données pour calibrer les modèles que Ève a montrés, SIR à 2 populations, basés sur des données d'autres pays, dans d'autres zones du monde, ce n'est pas forcément pertinent. Donc, il va falloir exercer notre jugement actuariel basé sur les données, l'imagination et ce que j'ai appelé professionnalisme, qui correspond à, grosso modo, se doter d'hypothèses de place à construire ensemble. Donc, pour illustrer un peu plus ça, en fait, on regarde des projections à partir des données qui sont publiques et open source de l'Agence européenne des projections à moyen terme, l'ECHF,
le CWMF, là. Donc, du coup, sur la Suitability Index du moustique tigre en Europe, et donc, en fait, c'est à quel point ce moustique tigre peut se développer facilement aujourd'hui et dans le futur. Donc, en fait, pour ça, il faut que trois conditions soient réunies. Des conditions de température, d'hydrométrie, et aussi, il ne faut pas que la température d'hiver redescende en dessous d'un certain seuil. Donc, en fait, c'est les trois courbes qu'il y a là. Il faudrait que le moustique tigre, en fait, donc, se développe particulièrement bien pour une température constante entre les 25 et 30 degrés, et pour une hydrométrie annuelle de 600 mm. Donc là, on le voit en 2024, en fait, qui touche plutôt le sud de l'Europe. Et en fait, dans les projections qui sont faites justement jusqu'en 2060, on voit qu'en fait, ça se développe plus dans le nord de l'Europe parce que justement, il va faire trop chaud dans le sud de l'Europe et les climats les plus propices au développement de ce moustique tigre vont plus être dans le nord. Donc on voit l'évolution de l'index, de cet index en France qui va globalement augmenter, mais plus particulièrement puisqu'on a une maille régionale en fait, dans certaines régions, comme par exemple en Bretagne, qui va exploser, et donc suivant aussi les différents scénarios RCP, qui est encore une variable à prendre en compte en fait sur les hypothèses, dans les hypothèses qu'on a. Donc le RCP, je rappelle le RCP 8.5 en fait, qui dit que les émissions de gaz à effet de serre ne vont pas s'arrêter même après 2040, contrairement au RCP 4.5. C'est pour ça qu'on voit la cassure en fait en 2040 entre les deux scénarios et qui sont plus ou moins semblables avant ça. Et donc voilà, cette suitabilité index va vraiment exploser en France dans les années à venir, et encore plus si on ne fait rien pour contrer ce réchauffement climatique. Un autre impact aussi des projections qu'on peut avoir, alors cette fois-ci c'est sur la vulnérabilité sur la santé, directement liée à la chaleur en fait, aux vagues de chaleur. C'est un exemple en fait qu'on a pris ici pour cet exercice, c'est sur les îlots de chaleur urbaine appelés ICU. Donc en fait, c'est ici des données qui sont prises par l'Institut Paris Région. Donc il y a plusieurs villes en France comme Nice, Marseille ou Paris qui ont fait des études poussées sur ces ICU. Donc là, on a carrément beaucoup de données à l'échelle des bâtiments, en fait, des tout petits îlots de maison sur le nombre d'habitants qu'il y a, la proportion des habitants dans ces îlots qui travaillent, et puis des informations aussi sur les matériaux de ces bâtiments pour voir si ce sont plus des bétons qui risquent de capter la chaleur ou qui sont plus ventilés. On a aussi des indices de sensibilité des habitants et de la région, par exemple sur l'accès aux soins, la proximité à des hôpitaux. Donc tout ça, ça permet de créer voilà, un indicateur de sensibilité justement à la chaleur et aux vagues de chaleur, et qui montre que l'urbanisation exponentielle qu'on subit dans les années à venir, en fait, n'est pas la stratégie adaptée pour contrer ce réchauffement climatique, et ça met en lumière les différents points faibles que ça peut avoir. Je vais repasser la parole à Stéphane. Merci. Juste là-dessus, ce qui est intéressant, c'est qu'on a essayé d'utiliser ces données pour regarder un scénario sur une population assurée, qui s'arrêtait plutôt en termes d'âge à 65 ans. Et en fait, au-delà de la végétalisation, est-ce que c'est très bétonné, est-ce que c'est très sensible à la chaleur, ces indices contiennent aussi le taux de personnes vulnérables, c'est-à-dire des personnes qui vont avoir un niveau de pauvreté important, et souvent aussi, il y a la partie âge supérieure à 75 ans. Ce qui fait que pour utiliser ces données pour nos portefeuilles, eh bien, il faudrait
décorréler ces données, modifier ces indices pour les corriger et pouvoir les utiliser avec la population assurée qui nous intéresse. Alors, premier message, première consigne, le constat qu'on a fait, c'est que la plupart des scénarios qu'on pouvait trouver étaient des scénarios lisses dans le temps, c'est-à-dire soit une augmentation de X% par an de tel indicateur, soit une augmentation avec une courbe légèrement convexe ou légèrement concave. Et donc, de mon point de vue, c'est important de fabriquer des scénarios pour les personnes qui vont décider, qui va être relativement réaliste. En finance, il y a tout un pan de nos collègues qui cherchent à faire des trajectoires d'actifs financiers réalistes, à les simuler. Eh bien, là, c'est exactement la même chose. De mon point de vue, il faut avoir cette variabilité dans le scénario. Et donc, d'abord, une fois que le moustique tigre, qui est compétent pour transmettre la dengue, va s'installer, certes, on va avoir des épidémies autochtones de plus en plus fortes, mais sporadiques, et puis à un moment, ça va être hors de contrôle. Et peut-être que l'observance des actions de prévention, peut-être que les réactions des pouvoirs publics, eh bien, ne seront pas forcément optimales. On l'a vu pendant le Covid, où on a eu au départ un confinement très dur, très observé parce que c'était la première fois. Si on refait ça dans 3 ans, est-ce que tout le monde va observer pareil que pour le premier confinement? Et si jamais c'était beaucoup plus grave en termes de taux de mortalité, qu'est-ce qui se passerait? Et donc, de mon point de vue, il faut essayer de refléter ça dans le scénario, cet aspect non lisse qui vient à la fois du côté extrême du risque, c'est-à-dire au bout d'un moment, il va y avoir certainement une région qui va être affectée, ou peut-être toute la France. L'année d'après, il n'y aura peut-être rien. Il y aura peut-être des craintes d'épidémie qui finalement ne donnent rien. Et on a vu avec notre ancienne ministre Roselyne Bachelot à l'époque, eh bien, la façon dont le public juge finalement les mesures de précaution quand le risque finalement ne survient pas. Et après, il peut y avoir des degrés de préparation plus ou moins forts pour la suite. Donc il faut prendre en compte, à mon avis, incorporer dans les scénarios ces risques de sous- et surréaction. Justement, on a essayé de le modéliser et de l'illustrer pour ces maladies vectorielles. Donc on a construit un modèle épidémiologique avec des événements exceptionnels. On reprend les modèles SIR classiques qui ont été présentés par Eve avant, et on ajoute des événements extrêmes selon des GEV. À plusieurs échelles, en fait, des échelles communales, départementales et régionales. Donc, les résultats, par exemple, de ce jet de dés donnent une contamination de 5% de la population à Nice en 2031. En 2033, 5% à Montpellier. En 2036, 5% de tout le PACA a été contaminé. Et 1% de la France en 2039, et il y a une deuxième contamination de 1% de la France. Alors là, il y a des hypothèses, donc pour simplifier, on a pris un type différent, parce qu'en cas de même type, il y a une surmortalité si jamais on a contaminé, on est recontaminé par le même type, mais par contre, il y a une forte résistance à être, puisqu'on a développé des anticorps, à être de nouveau contaminé. Et donc, du coup, on voit qu'il y a le scénario est plutôt lisse, mais qu'il y a des pics qui correspondent justement à ces imprévus et à ces 5 dates présentées. Et donc, c'est pour montrer à quel point il est important de prendre en compte ces événements exceptionnels et que ça change du tout au tout, en fait, la projection lisse qu'on s'était donnée initialement. Alors, ensuite, pour le deuxième message, je voulais faire le lien avec l'ERM. Dans la définition de l'ERM de Wikipédia, qui est une des 5 définitions qu'on voit dans la formation ERM, les risques qui sont définis en ERM comme l'effet de l'incertitude sur les objectifs stratégiques, eh bien, Wikipédia reprend évidemment d'autres écrits
Et pour les risques, il parle d'événements ou de circonstances. Et ce qui me semble intéressant, c'est que en présence de changements climatiques, comme ça vous a été montré juste avant, le nombre de jours de canicule va exploser et on va être presque en canicule quasi permanente, 3-4 mois pendant l'été, au sens de la définition des canicules actuelles. Est-ce qu'on va changer la définition? Ça, je ne sais pas. Et donc, un événement comme par exemple un problème, une panne massive, un blackout électrique, eh bien avant, il aurait fallu faire un scénario combiné et supposer que ça va se produire exactement au même moment que soit une épidémie, soit une vague de chaleur. Mais maintenant, comme on est en circonstances permanentes de canicule pendant l'été, eh bien, tout autre événement, par exemple une perte du réseau électrique comme ça s'est passé aux USA pendant quelques heures et en Inde pendant quelques jours, eh bien, ça va se traduire par derrière un événement combiné automatique puisqu'on est en présence d'une circonstance quasi permanente 4 mois dans l'année et d'autres risques. Une variable impactante, je vais passer vite parce que je crois qu'on commence à être en retard, c'est le taux d'équipement en climatisation. C'est une variable sensible et il n'est pas évident de savoir quelle sera la politique française en la matière et la réaction de la société par rapport à la clim. Il va nous falloir plus d'énergie, plus d'eau. Or, ces ressources deviennent de plus en plus rares. Du fait également du changement climatique, eh bien, on va être forcé d'optimiser tout ça, ce qui va faire qu'on va mettre en réseau des réseaux d'eau, des réseaux d'électricité qui n'étaient pas prévus pour ça initialement, avec du coup des risques cyber accrus, des risques géopolitiques, et donc évidemment un effet décuplé des canicules si jamais survient un problème d'accès à l'eau ou un problème d'électricité. Juste à titre illustratoire, j'ai appris récemment par mon collègue professeur du CNAM, le titulaire de la chaire électrique électronique, que notre réseau électrique était maintenant, depuis le début de la guerre, connecté à celui de l'Ukraine. Alors évidemment, une autre source d'incertitude, ce sont les stratégies de prévention et quelle va être notre capacité à lutter contre les eaux stagnantes, apporter des vêtements protecteurs en plein été dans nos régions, et puis comment est-ce qu'on va végétaliser les villes, comment est-ce qu'on va développer de nombreuses stratégies pour essayer d'atténuer et de s'adapter au changement climatique. De mon point de vue, il est indispensable de ne pas se limiter à un scénario sans aucune réaction, parce que ça n'a pas de sens. Mais évidemment, il ne faut pas non plus inclure des atténuations trop fortes. Et donc, ça fait le lien avec le message 3. Très grande importance sur cet aspect long terme, de l'aspect dynamique et des management actions. Après, il y a évidemment des choses qui sont complexes à aborder. En particulier, comme ça a été rapidement évoqué, la pollution a masqué pendant des années une partie du changement, de l'effet du changement climatique au niveau du réchauffement. Et donc, les co-bénéfices qu'on a sur la santé en faisant plus de vélo, en luttant contre la pollution, eh bien, vont se combiner avec quelque part des effets négatifs, malheureusement, puisque ça va démasquer le réchauffement et peut-être accélérer ou en tout cas empêcher un ralentissement du réchauffement. Et donc, on voit que tout est lié et qu'il ne faut pas seulement se focaliser sur les émissions de carbone, il faut aussi regarder les choses comme un système en pensant biodiversité et risques sociaux. Et donc, c'est un petit peu le message 4 qui a été porté à l'Association actuaire internationale récemment, avec Red Musulin au General Insurance Forum, qui conseille de penser en termes de risque de système.
Et bien sûr, sur le long terme, avec autant d'incertitudes, nos convictions, notre culture, nos attitudes face au risque sont décuplées pour savoir comment réagir. Donc si on conclut, premier message, le jugement actuariel, c'est les données pertinentes, pas forcément toutes les données, de l'imagination, du professionnalisme. Les scénarios ne devraient pas être lisses de notre point de vue. Il faut faire des scénarios combinés et en particulier tenir compte du fait que des événements deviennent des circonstances permanentes compte tenu du changement climatique. On ne peut pas faire l'impasse sur les management actions. Il y a un risque de surconfiance et ça pose la question de qu'est-ce qu'est un stress test, puisque dans toutes les hypothèses, que ce soit du GIEC, des stress tests ACPR, il y a des hypothèses très fortes qui sont prises. Et donc, quel type de scénario climatique souhaite-t-on faire? Et puis, cet impact décuplé des attitudes face au risque. Merci. La plénière va commencer, donc peut-être juste une question. Allez. Ce sera la seule, j'espère qu'elle sera assez pertinente, mais je ne promets rien. J'ai vu que par rapport aux vecteurs, une des solutions envisagées, c'était d'introduire des prédateurs pour ces vecteurs. Est-ce que là, on n'a pas un risque pour la biodiversité? J'ai vu que vous mettiez biodiversité, mais est-ce qu'on n'a pas un risque de remplacer des espèces locales? Oui, c'est une excellente question. En fait, on a mis ça un peu comme une boutade. C'est fait dans certaines zones. Et donc, ça a été un des points de ma leçon inaugurale au CNAM, où je parlais des actuaires biodiversité qui ne devaient pas devenir des personnes qui vont introduire des chats sur une île déserte, qui vont manger les rats qui ont été introduits par le bateau, puis ensuite des chiens pour chasser les chats, et à la fin, on s'aperçoit qu'il n'y a plus du tout de biodiversité sur l'île, puisque c'est tous les oiseaux qui ont été éradiqués. Donc ça, c'était vraiment un exemple plus pour faire réagir, ce qui n'a pas manqué d'arriver, visiblement. Mais évidemment, il faut être super prudent. Et néanmoins, ça fait le lien aussi avec d'autres aspects sur, par exemple, ce que peut apporter la biodiversité pour lutter contre les émissions. Il y a des collègues qui travaillent sur le fait de remettre des bisons qui vont piétiner le sol mieux que le font certaines vaches. Et comme les racines vont être plus fortes, eh bien, ça pourrait entraîner d'avoir une meilleure végétation, plus de biodiversité et de lutter contre certains aspects du réchauffement, avec d'autres enjeux à côté. Donc, tout est lié et ça fait partie de cette pensée en matière de système. Bon, Samuel me fait signe qu'il faut. Donc, merci beaucoup.